Ça a été le déclencheur de mon départ d'Alcatel-Lucent parce que j'ai été confronté en tant que Français dans une boîte qui était française, Alcatel. Je me suis dit, si je réponds à cette question-là, c'était de la haute trahison. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Patrick, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Paul, merci beaucoup pour cette invitation. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu te présentes, tu nous dises qui tu es, d'où tu viens, quel a été rapidement ton parcours et quelles sont tes activités aujourd'hui. Je suis Patrick Delpy, je suis marié, j'ai 2 fils. J'ai passé toute mon enfance à Châtellerault, une ville de 35 000 habitants entre Tours et Poitiers. J'ai grandi à l'école publique et puis je suis parti aux États-Unis faire mes études à l'université d'Hartford dans le Connecticut. Alors c'était une époque où à l'école et à l'université, on utilisait un stylo-plume et une calculatrice. Et en une nuit, je suis passé du stylo-plume à la salle d'ordinateur ouverte 24 heures sur 24. Ça a été un grand choc pour moi dans ma vie. Je suis revenu en France pour faire mon service militaire à une époque où c'était obligatoire pour les hommes d'effectuer leur service militaire. Et puis je suis rentré chez Alcatel en 1989. Alcatel, c'était une société de la Compagnie Générale d'Électricité. C'était un grand groupe français et on faisait 100% de télécom. Donc je travaillais en France, sur la France, en français. Et puis, ayant vécu aux États-Unis pendant plusieurs années, j'ai trouvé très rapidement que c'était un peu les 3. Et donc, on m'a proposé de partir en Amérique du Sud. J'ai dit: «Très bien, c'est parfait, génial, l'Amérique du Sud, mes valises sont prêtes». Et puis on m'a dit: «Ah mais vous, parlez pas portugais, ça peut être compliqué. En revanche, on a pensé à vous pour l'Asie-Pacifique». Je dis: «L'Asie-Pacifique, fantastique, mes valises sont prêtes, je pars demain». Et je suis parti pour 6 mois. Je suis resté, et j'y suis encore 32 ans après. Donc entre-temps, j'ai vécu et travaillé sur 4 continents, dans 8 pays, donc France, États-Unis, Inde, 2 ans, Singapour, 2 ans, Indonésie, 2 ans, Australie, 3 ans, Chine, 8 ans et Hong Kong, 10 ans. Avec un intermède à un moment où je suis resté un peu plus de 4 ans en France, avec toujours une connexion directe avec l'Asie. Aujourd'hui, je suis directeur Asie-Pacifique chez Alcatel Submarine Networks. Alcatel Submarine Networks, c'est l'un des leaders mondiaux de la fabrication et de la pose de câbles télécoms sous-marins, ce qui nous permet d'avoir cette vidéo en ce moment, par exemple. Tout à fait. 99% de tout l'Internet mondial, international, transite par les câbles sous-marins. Et donc, en tant que responsable de la zone Asie-Pacifique, mon rôle, c'est de rencontrer les clients, de faire l'interface avec le siège et de gagner les grands contrats, c'est-à-dire des contrats de câbles sous-marins, que ce soit des câbles régionaux ou des câbles transocéaniques, c'est-à-dire transpacifiques essentiellement ou vers l'Europe à travers l'océan Indien. Voilà. Ok, super. Ce que je te propose, c'est qu'on revienne dans un second temps sur ta carrière, ton activité, notamment actuellement chez Alcatel. On va parler de câbles sous-marins aujourd'hui. Dans un premier temps, ce qui m'intéresse, ce sont les différences culturelles et ton expérience en tant qu'expatrié. Donc, je vais résumer un peu ce que tu viens de dire, où tu as vécu en Chine, en Australie, en Inde, à Singapour. Il y a eu un intermède en France aussi. Est-ce que tu peux me raconter une différence notable que tu retiens d'un de ces pays qui t'a frappé durant ta vie d'expatrié? Euh, Prenons les grands pays. Prenons l'Inde, l'Australie et la Chine. Les Indiens sont des gens extraordinairement intelligents, avec une culture phénoménale. Ce sont des gens qui ont un puits de science. Et quand on discute avec eux, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on sait qu'ils savent tout de nous, tout de suite. Ils ont une psychologie, une finesse de psychologie qui fait qu'on se sent complètement screené de haut en bas. C'est assez troublant.
En même temps, travailler en Inde, c'est infiniment compliqué. En Australie, ce qu'il y a d'extraordinaire en Australie, c'est que, quel que soit le pays d'où on vient, l'Australie, c'est un pays d'immigrants. Quel que soit le pays d'où on vient, on a une exacte égalité de chance. Et les Australiens, ils sont extrêmement honnêtes. Tout est résumé en quelques mots in English. What you see is what you get. La franchise australienne existe. Les Chinois, c'est totalement autre chose. Ils sont imperturbables. Imperturbables, c'est-à-dire que en les regardant et en travaillant avec eux, il est impossible de savoir si, en cas d'une difficulté majeure, ce sont des gens qui vont nous porter sur leur dos pour traverser l'Himalaya, ou si ce sont des gens qui vont nous tirer une balle dans la tête dans la minute qui suit. C'est très troublant, ce côté imperturbable du chinois. Alors maintenant, il y a un point commun entre l'Inde, l'Australie et la Chine. C'est que ce sont des immenses pays, que ce soit par la population, que ce soit par la géographie. Et donc, quand on habite à l'intérieur de l'Inde, de l'Australie ou de la Chine, et aujourd'hui à Hong Kong, avec la Chine qui est juste à quelques kilomètres, on sent cet espace, on sent cette population immense. Et donc, on sent cette pression qui nous maintient en éveil en permanence. Et je trouve ça absolument fascinant. Justement, par rapport à Hong Kong, toi, tu es basé aujourd'hui à Hong Kong. Oui. J'en parlais notamment avec, dans un précédent épisode avec Thomas Miclavet, qui a notamment vécu aussi à Hong Kong. Comment est-ce que tu ressens cette pression justement de la Chine sur Hong Kong aujourd'hui? En fait, il y a 2 aspects dans la question. Il y a un aspect, géographique, c'est-à-dire, Hong Kong est à l'intérieur de la Chine, en bord de mer de Chine et a un héritage historique qui, fait que c'était en Chine tout en n'étant pas tout à fait en Chine. C'était une colonie britannique depuis, 1840 et aujourd'hui Hong Kong fonctionne dans le cadre d'un pays de système. Donc, moi, quand je me réveille le matin, j'ai 1,5 milliard de Chinois à la frontière qui trépignent, moi et les 7,5 millions de Hongkongais, et qui nous maintient dans une veille permanente. C'est-à-dire ça nous oblige à une intensité de vie constante. On est à la fois en concurrence avec la Chine, mais 7,5 millions de Hongkongais face à 1,5 milliard de Chinois, ça pèse pas lourd. Et puis, mais il y a une autre éducation. Et donc, on bénéficie de la Chine tout en étant extrêmement attentif aux risques que représente la Chine à côté. Et le deuxième partie de ta question, c'est le contexte politique qu'on connaît aujourd'hui et qui, au quotidien, fait que on pourrait croire que Hong Kong est une ville chinoise, que Hong Kong est redevenu une ville chinoise, mais en fait, c'est pas vrai. Hong Kong reste une ville chinoise dans le cadre d'un pays de système. Hong Kong n'a jamais été une démocratie et n'a jamais été indépendant. Hong Kong ne sera jamais une démocratie et ne sera jamais indépendant de la Chine. Il est gravé dans le marbre que Hong Kong redeviendra une ville chinoise en 2047. Sous quel format? On ne sait pas. Mais aujourd'hui, la monnaie de Hong Kong, c'est le Hong Kong dollar qui est indexé sur le dollar US, alors qu'en Chine, c'est le yuan. La fiscalité hongkongaise est totalement différente de la fiscalité chinoise et le droit de Hong Kong, c'est la common law anglaise. Euh, tous les dans le cadre du droit, que ce soit une affaire civile, une affaire business, une affaire entre les gens, quel que soit le sujet, la justice hongkongaise adoptera la justice anglaise sur la base de la common law, ce qui n'est pas le cas en Chine. Comment tout ça va se transformer en 2047 au moment de la rétrocession définitive? Personne ne peut répondre à cette question. Mais aujourd'hui, Hong Kong est différent de la Chine à l'intérieur de la Chine. Est-ce que tu peux me raconter un grand défi culturel auquel tu as fait face dans ta carrière? Une anecdote, j'étais jeune, j'habitais en Inde et j'avais quoi, 28 ans, donc ça doit être en 1993. J'ai été sollicité parce que plus personne n'était responsable ou ne pouvait venir de France pour intervenir dans le cadre d'une présentation télécom à des ingénieurs indiens. Donc comme j'étais le plus proche, on m'a passé le dossier, on m'a dit: «Tiens, bah, Patrick, va faire cette présentation sur les télécoms à ces ingénieurs indiens». Et donc, je suis arrivé au Sheraton de Madras, qui est devenu Chennai aujourd'hui, sans trop savoir où j'allais, avec mon paquet de transparents, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de streaming, il n'y avait pas de vidéoconférence, et on se déplaçait avec un classeur qui contenait des slides transparentes qu'on allait poser sur un rétroprojecteur. Donc, je suis arrivé avec mon paquet de slides, et là, je suis rentré dans une salle où il y avait au minimum
500 ingénieurs indiens, tous hommes, pas une femme, tous en blanc de la tête aux pieds, assis et m'attendant religieusement. Je suis rentré dans la salle, une salle noire, j'ai été applaudi, puis j'ai posé mes slides sur le rétroprojecteur et je me suis dit que j'étais sur une autre planète. Jamais, nulle part ailleurs qu'en Inde, à cette époque-là, on aurait pu me demander de faire cette présentation-là. Et à la fin, donc bon, une heure de présentation qui se sont bien passées, mais rétrospectivement, je me dis que sur ces 500 ingénieurs indiens, il doit y en avoir aujourd'hui une cinquantaine qui sont des leaders au top chez Google, chez Microsoft, chez Meta, qui travaillent peut-être dans l'intelligence artificielle. Et, euh, et j'ai l'audace, la mauvaise humilité de croire que, entre autres, grâce à moi, je les ai aidés. Ok. Ouais, impressionnant de voir les moyens mis en œuvre dans ces pays et justement la curiosité aussi des ingénieurs de s'intéresser à différents secteurs. Ouais. Tu fais 20 ans en, en Asie, Océanie, de 99 à 2009, comme tu l'as expliqué, où tu passes de Shanghai à l'Australie, à l'Indonésie, à Singapour, à l'Inde, etc. Et puis en 2010, tu vas rentrer en France de 2010 à 2014 avant de Ouais. repartir à Hong Kong. Ouais. Quand tu rentres en France, Ouais. qu'est-ce qui, après 20 ans passés en tant qu'expatrié, t'interpelle dans la culture française? Il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellé, mais quand je suis rentré, d'abord, comme j'étais enfant à Châtellerault, puis ensuite je suis parti aux États-Unis, puis ensuite je suis parti à l'international. Finalement, tout en étant complètement français, je connaissais pas du tout la France. J'avais jamais véritablement voyagé en France, j'avais jamais eu le temps de voyager en France. Donc j'ai pris toutes les autoroutes de Paris, allant jusqu'aux frontières de la France pour découvrir mon pays, pour découvrir l'Hexagone. Et pendant 500 jours, j'ai trouvé que c'était un pays absolument extraordinaire, absolument fascinant, avec une richesse culturelle, historique, civilisationnelle, une épaisseur, une gentillesse de nos compatriotes, tous azimuts, absolument extraordinaire. Et puis, une des choses une expression qui reste encore utilisée en permanence et qui m'a absolument saisi lorsque je suis revenu, c'est il n'y a pas de souci. Alors, en Australie, in English, c'est no worries. Mais traduit en français par il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qui immédiatement m'a inquiété. Et même encore aujourd'hui, quand on dit il n'y a pas de souci, ça veut dire il y a souci. Et donc, ça a créé une forme de. Je, je pense que c'est la principale inquiétude, c'est-à-dire on s'inquiète ou on ne s'inquiète pas, mais je trouve qu'il n'y a jamais suffisamment d'actions qui sont mises en place derrière. Et ça, c'est quelque chose qui me saisit encore aujourd'hui. C'est une grosse différence par rapport à ce que je connais à Hong Kong, par rapport à ce que j'ai vu même en Chine, ou moins en Inde, pour être honnête, ou en Australie, quand quelque chose ne va pas, il y a des actions qui sont prises immédiatement pour modifier. Et en France, il y a curieusement trop souvent une forme de contemplation que je n'explique plus. On va s'intéresser maintenant plutôt à la partie leadership et management et à la partie plutôt professionnelle de ta carrière. Tu es passé par différents postes de directeur à travers l'Asie, l'Océanie, en tant que sur des directions de vente, sur des directions générales, etc. Quand tu arrives sur un nouveau poste, quand tu prends de nouvelles fonctions, qu'est-ce que tu vas faire pour appréhender un nouvel environnement? Très franchement, la première chose que j'ai toujours fait en arrivant dans un nouveau pays, ça a toujours été de poser la question qui sont nos grands clients. La, la statistique dans les télécoms, c'est-à-dire avec les opérateurs télécoms, est à peu près la même depuis Pareto. C'est 80-20. Sur 100 clients, il y en a 20 qui représentent 80% du business. Et donc, j'ai toujours demandé quels sont les principaux clients en pourcentage. Et puis ensuite, je suis allé les voir, les principaux clients. J'ai toujours rencontré ces clients en leur demandant qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous, etc. Mais le plus important, finalement, c'est non seulement pas simplement d'écouter ce que ces grands clients nous disent, mais c'est surtout d'écouter ce qu'ils ne nous disent pas. Et en Asie, cette part de silence
cette part, pour ne pas brusquer, pour ne pas choquer, de choses qui ne sont pas dites sont extrêmement importantes. Et donc, chercher tout de suite à comprendre ce que le client ne nous a pas dit, qu'il aurait voulu nous dire, qu'il aurait voulu me dire, qu'il voudra me dire un jour, essayer de le comprendre le plus rapidement possible. C'est vraiment ça, la première chose que j'ai toujours fait dans les 6 pays d'Asie où j'ai vécu. Et comment justement tu faisais pour comprendre les non-dits? Parce que c'est peut-être un des éléments qui est les plus complexes à appréhender, pour un Français, pour un Européen qui arrive en Asie. Comment est-ce que tu faisais? Tu te renseignais, tu parlais avec d'autres personnes justement en parallèle dans l'entreprise pour croiser les informations? Qu'est-ce que tu mettais en place? Ce que je fais, c'est que je pose, des questions où, ils me posent des questions et je leur donne des réponses. Mais surtout, heu, quand ils me posent des questions, j'essaie de comprendre quelle est la vraie question. Très souvent, on pose une question, mais qui, est une question polie, est une question aimable et derrière cette question-là, il y a une vraie question et donc en 2 temps, je réponds à la question qui m'est posée et j'essaie surtout de comprendre quelle est la vraie question qu'on peut me poser et qu'on n'ose pas me poser et quelles sont les réponses que je dois donner dans un court ou moyen terme et comme je viens d'arriver, il est encore trop tôt pour apporter ces réponses. Mais tout est là, vraiment, c'est, toujours et je pense que c'est assez général dans la vie également. Il y a pas de mauvaises réponses, il y a que des mauvaises questions et donc il faut comprendre, les questions et les vraies questions qui sont posées. Tu parles de tes clients. Comment tu fais pour appréhender l'environnement de tes clients, sachant que tu vas être face soit à des grosses entreprises de télécommunications, même des gouvernements potentiellement. Oui. Comment est-ce que tu fais pour évoluer dans ces environnements? Chez les opérateurs télécoms et je pense que c'est la même chose dans tous les différents clients, il faut absolument identifier, rapidement quelqu'un qui est peut-être, déjà en place et qui est déjà un ami, mais il faut identifier ses amis. Et à l'intérieur, il faut trouver, systématiquement une personne de entre guillemets «de confiance» qui, va pouvoir nous aider à, manœuvrer à l'intérieur du client. Et quand, cette personne évolue, change de position, quitte la société, il faut trouver une autre personne qui soit le relais. On n'a pas besoin de 50 personnes. On n'est pas à l'arrivée, c'est pas une société avec une autre société, c'est toujours d'une relation de personne à personne. Et donc Mmh. il faut établir une relation très solide avec au minimum une personne et à partir de cette relation-là, comprendre tout ce qui se passe dans l'organisation du client. Et c'est la partie la plus difficile, hein. Identifier la personne ou les quelques personnes et être le plus proche possible d'elle pour pouvoir l'aider et être aidé soi-même, dans le cadre d'une relation constructive. C'est ce qu'il y a de plus difficile, de plus délicat. Justement, tu parles de relations humaines, de relations du business. Aujourd'hui, tu es directeur Asie-Pacifique donc d'Alcatel Submarine Network. Est-ce que tu peux expliquer ton rôle au sein de l'entreprise? En fait, mon rôle, c'est d'être, l'interface, des clients, comprendre, et positionner la stratégie d'Alcatel Submarine Networks vis-à-vis, de ses clients et heu et construire la stratégie de nos offres. On a très peu d'offres, parce qu'il y a très peu de contrats qui sont, signés. Aujourd'hui, dans le monde, il y a, environ, 450 câbles sous-marins actifs. Donc il y en a une dizaine, une quinzaine qui sont, remplacés ou de nouveaux câbles par an dans le monde, pas davantage. Donc lorsqu'on soumet une offre, mon rôle, c'est de tout faire pour, gagner cette offre, d'aider les gens du siège qui ne connaissent pas l'Asie, à comprendre comment il faut nous positionner et puis, discuter avec les clients pour voir de quelle manière on peut améliorer, optimiser notre offre, pour qu'elle soit la plus susceptible d'embrasser les besoins du client. Finalement, c'est la clé. Alcatel Submarine Networks est une société où tout se fait essentiellement en France et en Angleterre. Le siège est à Paris, l'usine est à Calais et à Greenwich, dans l'est de Londres. Heu, dans le monde, on doit être en tout, on est 2000, mais en dehors de la France et de l'Angleterre, on doit être une vingtaine dans les différents pays, plus tous les marins qui sont, sur nos navires câbliers, sur les océans, à, poser les câbles sous-marins. Donc mon rôle en Asie Pacifique, c'est d'être véritablement l'interface avec les clients, la stratégie du client
le siège. Et dans le monde qu'on connaît actuellement, où l'information est primordiale, tu parlais notamment du fait que 99% de la donnée internationale circulant dans le globe passe par les câbles sous-marins. Comment est-ce que vous faites pour travailler sur justement tout ce qui est la sécurité de la donnée et la sécurité de vos câbles qui assurent le transfert des flux? Moi, par exemple, je suis basé au Vietnam. On sait que le Vietnam, il y a 4 ou 5 câbles sous-marins, si je dis pas de bêtises, qui relient voilà, 5 câbles sous-marins qui relient le pays à l'international. On entend parler de temps en temps de problèmes de câbles, de débit internet qui réduit, etc. Comment est-ce que vous faites justement pour travailler avec vos clients ou pour réparer un câble quand il y a une défaillance? Alors, les câbles sous-marins sont antifragiles. C'est-à-dire que à l'endroit où on pose les câbles sous-marins, on fait attention qu'il y ait le moins de trafic possible et que les fonds sous-marins soient les moins dangereux possibles. Maintenant, quand on approche des côtes, il y a toujours un risque qu'un chalutier, qu'une ancre de cargo, qu'une action malveillante vienne sectionner un câble sous-marin. Et donc, le câble sous-marin qui, au fond des océans, est à peu près de la taille d'un tuyau d'arrosage avec des fibres optiques au milieu. Dès qu'on s'approche des côtes, les câbles sous-marins sont armés, c'est-à-dire qu'il y a des fils d'acier qui rendent le câble beaucoup plus solide afin d'éviter d'être arraché au moindre rocher qui passe ou sous une encre. Maintenant, et ensuite les câbles sont ensouillés, c'est-à-dire qu'ils sont enterrés au fond de la mer quand on est à proximité des côtes. Voilà comment on assure que les câbles soient le plus antifragiles possible. Maintenant, ils peuvent toujours subir une avarie, être sectionnés d'une manière ou d'une autre, et donc il faut envoyer un navire pour réparer un câble sous-marin. C'est-à-dire, on va aller repêcher les 2 sections du câble sous-marin qui a été sectionné et puis les ressouder à bord du bateau. C'est une opération qui est parfaitement maîtrisée, mais c'est une opération qui prend du temps. Quand une fibre optique sous le trottoir est sectionnée parce qu'un poids lourd est passé dessus, eh bien, on envoie une estafette avec une équipe dans la nuit et puis le lendemain matin, c'est réparé. En plein océan, il faut envoyer un navire de maintenance, ce qui va mettre 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour arriver sur site, puis repérer le câble sous-marin, les 2 sections du câble sous-marin, les remonter à bord du bateau pour faire la soudure. C'est une opération de maintenance qui peut prendre 2 semaines, 1 mois, voire plus. Est-ce que tu peux me raconter un challenge situationnel marquant de ta carrière? Justement, dans l'environnement sous-marin, j'imagine que tu as dû entendre ou vivre des histoires assez insolites. Ouais, alors personnellement, j'étais pas à bord du bateau, mais lorsque un câble sous-marin a été posé au large de l'Alaska, eh bien, il fait froid et donc il y a une période, en plein hiver, quand la mer est gelée, où il est impossible de poser le câble sous-marin et donc au niveau du timing de pose, de l'emploi du temps du bateau, on avait pris en compte le fait que l'hiver allait arriver et qu'il faudrait recommencer l'été suivant. Et donc, les marins m'ont raconté qu'ils étaient en train de poser le câble sous-marin et puis ils avaient l'Alaska pour ligne d'horizon et ils ont vu le froid arriver. Et donc, à bord du bateau, ils se sont dit, si on ne descend pas au sud tout de suite, on sera pris par le gel et le bateau sera isolé pendant 6 mois. Donc, ils ont sectionné le câble, repris la position du câble qui avait été sectionné et ils ont fait cap au sud pour ne pas être pris par la banquise qui descendait. Voilà un exemple. Alors, c'est pas moi qui l'ai vécu personnellement, mais c'est un des challenges que nos équipes de marins à bord de nos navires câbliers vivent au quotidien. Ok. Justement, tu parles de marins qui travaillent sur des bateaux. Toi, tu es avec tes équipes aussi dans la vente et le suivi des chantiers en Asie-Pacifique. Là, on parle de l'Alaska. J'imagine que dans ton environnement de travail, les cultures, et les nationalités sont diverses. Comment est-ce que tu fais justement pour appréhender les différences culturelles dans ton travail au quotidien? Ouais. La première, j'ai eu la chance d'arriver en Asie jeune. J'avais 27 ans et j'y suis resté. Donc j'ai été confronté à toutes les différences culturelles des différents pays d'Asie,
les Chinois, les Indonésiens, les Malaisiens, les Philippins, les Thaïlandais, euh, des petits pays comme le Cambodge, le Laos, le Myanmar, etc., jeunes. Et donc, quand on est jeune, eh bien, tu vois bien, hein, tu es jeune, tu habites au Vietnam, donc tu es beaucoup plus à l'écoute. Et donc, tu es beaucoup plus adaptable. Euh, donc, finalement, 32 ans plus tard, j'ai cette épaisseur de compétences et d'affinités culturelles qui font que je suis à l'aise avec tous. Et, euh, et je m'en rends pas tout à fait compte, même pas du tout. Et je me rends compte de cette chance que j'ai eue d'arriver en Asie et de comprendre et de m'adapter instantanément aux différences culturelles lorsque je suis confronté à des cultures que je ne connais pas, comme le Moyen-Orient, par exemple. J'ai été amené à rencontrer des clients à Dubaï, au Qatar ou en Turquie, par exemple. J'étais totalement perdu. Je n'avais plus aucun repère. Je ne lisais rien. Je ne comprenais rien. Et donc, ce sont mes collègues qui, eux, sont des experts de la zone Moyen-Orient, qui m'expliquaient et traduisaient pour moi ce qui m'était impossible de comprendre. Euh, la morale de l'histoire, c'est que c'est tellement compliqué, l'Asie, avec de telles différences d'un pays à un autre. Il faut venir jeune et comprendre jeune. J'engage tous les jeunes qui sont intéressés par l'Asie, qui ont compris que l'avenir du monde était dans cette Asie Pacifique, à venir tout de suite, à venir le plus rapidement possible. Et croyez-moi, il y a de la place pour tout le monde. Comment est-ce que tu fais pour gérer des situations qui peuvent être difficiles ou stressantes? Parce que j'imagine que c'est des discussions qui sont relativement longues. Tu dis on vend peu de contrats dans l'année. Et Ouais. donc, en fait, vous allez mettre en place des mécanismes pour arriver potentiellement à la signature d'un contrat. Mais plus on se rapproche de la signature d'un contrat, plus l'intensité et le stress doivent augmenter, j'imagine. Ouais. La première chose, je suis jamais stressé. Je peux être anxieux vis-à-vis de l'avenir, mais je ne suis jamais stressé sur l'instant présent. Euh, la première règle d'or pour ne pas être stressé, c'est d'être toujours à l'heure. Ça semble bête, mais à Hong Kong, il faut toujours être exact. Il n'y a pas 10 minutes pour être en retard. Et finalement, dans la mesure où je suis tout le temps à l'heure, je transfère la pression sur les autres qui ne sont pas à l'heure. Alors quand la pression monte, parce qu'il y a quand même une pression, euh, nous, dans les câbles sous-marins, on est sur le temps long. Un câble sous-marin, il sera au fond des mers pour 25 ans. Je suis pas dans un business d'application où il faut corriger un bug dans les 10 minutes. Donc on a le temps devant nous. Et, euh, et finalement, pour gérer cette pression, je me souviens, j'ai toujours appris, quand j'étais enfant, on apprenait les fables de La Fontaine. Il y a toujours des morales intéressantes dans les fables de La Fontaine. Alors, je me souviens de la fable de La Fontaine qui s'appelle Le lion et le rat. Et la morale du lion et du rat, c'est que patience et longueur de temps ont plus que force ni que rage. C'est une phrase de curé, mais laisser le temps au temps, parfois permet d'avoir des réponses qui sont beaucoup plus sensées que si on se précipite, que si on hurle, que si on se stresse pour rien. Est-ce que tu as vécu un échec et est-ce que tu peux me raconter comment est-ce que tu as fait pour rebondir suite à cette épreuve? Lorsque, en 2009, Alcatel-Lucent existait depuis 3 ans et sur le plan culturel, ça correspondait plus du tout à ce que moi je voulais faire. Lorsque on en est arrivé chez Alcatel-Lucent à une situation où ce sont les Américains de Lucent qui ont pris le contrôle d'Alcatel. Donc, euh, donc j'ai quitté Alcatel et en fait, je me suis retrouvé au même moment confronté à trois piliers qui à peu près s'effondraient au même moment. Je crois que dans la vie, il y a trois piliers sur lesquels on doit toujours s'appuyer. Le premier, c'est l'endroit où on vit, parce que l'endroit où on vit définit l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, et donc la base même de la vie de notre organisme. Le deuxième pilier, c'est la personne avec qui on vit, parce que cet échange nous nourrit constamment. Et le troisième pilier, c'est l'accomplissement de soi. Quelle que soit la forme que prenne cet accomplissement, le travail, le plus simple, pour faire court,
Mais ça peut être la contemplation, ça peut être l'écriture, l'art, ça peut être l'altruisme, quel qu'il soit. Et donc, en 2009, je me suis trouvé face à une situation où simultanément, les trois piliers sont effondrés. Quand il y en a un qui va mal, l'endroit où on vit, la personne avec qui on vit et l'accomplissement de soi, quand il y en a un qui va mal, qui vacille, pour être honnête, c'est la vie. Quand il y en a deux qui vacillent, il va falloir faire quelque chose. Quand il y en a trois, il y a l'urgence absolue parce qu'on descend un peu en vrille. C'est la difficulté que j'ai rencontrée en 2009-2010. Et donc, la première chose que j'ai faite, ça a été de revenir en France pour rétablir l'air, l'eau, l'environnement. Donc, reprendre racine. Mmh. Voilà. Et puis, c'est un moment où j'ai divorcé. Et puis, je suis rentré dans une start-up avec des gens qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Et pour ne pas vieillir, il faut être constamment entouré de gens plus jeunes que soi. Ça aide énormément. C'est une fontaine de jouvence. Donc, j'étais dans une start-up entouré de plus jeunes que moi. Ça m'a fait un bien extraordinaire. Voilà comment j'ai pu ensuite repartir en Asie en 2014 parce que finalement, après environ 2000 jours en France, il a fallu que je reparte, absolument. Et donc, je suis reparti en Asie et j'ai assumé que ma vie était en Asie-Pacifique et nulle part ailleurs. Que mon environnement était en Asie-Pacifique. Alors moi j'ai deux questions qui me viennent. La première c'est pourquoi est-ce que tu sentais en 2014, après 4 ans passés en France, qu'il fallait que tu repartes? Je reprends tes mots. J'étais devenu un Français en France, totalement anonyme au milieu des autres Français en France. Toute, toute l'expérience, toute la vie que j'avais construite en Asie pendant 17 années n'avait aucun sens pour mes compatriotes. Et ils ne comprenaient absolument pas cette partie de moi-même qui était en Asie. Et, et à force d'être un anonyme au milieu des anonymes, qui ne correspondait pas du tout à la vie que j'avais eue en Asie, ne me correspondait plus. Cette partie d'accomplissement de soi ne répondait plus à mes besoins. Et donc, il a fallu que je reparte en Asie. Et par bonheur, quand on construit des relations en Asie, c'est des relations pour la vie. Et je suis revenu en Asie, j'ai réétabli les connexions que j'avais avec tous les gens que je connaissais avant 2009. Et tout est reparti comme si j'avais quitté ces gens la semaine précédente. Et je me suis retrouvé finalement de retour dans mon élément normal. Ok. Comment ça s'est passé ton expérience en France, le fait de travailler justement dans une start-up, toi qui avais toujours connu les process et la lourdeur, on va dire, des process d'un gros groupe, comment tu as vécu cette situation? D'abord, je suis rentré dans cette startup qui s'appelle Aika, qui est une plateforme de crowdsourcing, grâce à un ancien d'Alcatel, Alexandre, s'il m'écoute, bonjour Alexandre, qui est un des cofondateurs de cette startup, avec Gilles Babinet, qui est l'un des piliers du numérique en France aujourd'hui. Et puis le CEO de cette startup, François Pétavy, un homme remarquable, X Télécom, m'a proposé de les rejoindre. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc j'étais environné dans une petite startup d'une quarantaine de personnes par énormément d'intelligence, énormément de volonté, énormément de désir de réussir. Et c'était très rejuvenating. Par rapport Rajeunissant, ouais. en fait aux lourdeurs d'Alcatel, aux lourdeurs d'un grand groupe. Ce que j'ai trouvé difficile au moment où je suis parti chez Alcatel-Lucent, c'est que quand les Américains ont pris le contrôle, j'avais reçu en 2009, j'avais reçu un white paper dans lequel en anglais on me posait tout un tas de questions sur le business qu'on faisait en Chine. Et je ne comprenais pas le sens exact des questions. Et donc, quand j'ai cherché d'où venait quelle était l'origine des questions qui étaient posées, c'était la US Trade Commission à Washington. Donc, en fait, c'était de l'espionnage américain sur ce qu'on faisait. Ça a été le déclencheur de mon départ d'Alcatel-Lucent parce que j'ai été confronté en tant que Français dans une boîte qui était française, Alcatel. Je me suis dit, si je réponds à ces questions-là, c'était de la haute trahison. Et la fellonie était quelque chose que je pouvais pas prendre en compte. Ma nationalité et l'intérêt de mon pays passaient devant l'intérêt des Américains à l'intérieur d'Alcatel-Lucent. Donc, quand je suis arrivé chez Aika,
J'étais dans une fontaine de jouvence, entouré de jeunes totalement passionnants. Et à ce moment-là de ma vie, j'avais besoin de ça. Tu parles de en 2009 quand les Américains prennent le contrôle d'Alcatel-Lucent. Ensuite, l'entreprise en 2015 sera rachetée par le groupe Nokia qui est finlandais. Quelle est ton analyse du fait Ouais. qu'un grand groupe français soit sous contrôle américain, puis après finlandais? On a vu notamment le cas avec d'autres sociétés comme Alstom par exemple sur la partie ferroviaire. C'est une vraie question, hein. J'ai pas toutes les réponses, mais je pense qu'il y a il y a eu beaucoup de facteurs. Si on remonte très loin dans le temps, dans les 5 grands groupes français qui ont été nationalisés en 1980 ou 82, il y a 40 ans, ben sur les 5, il y en a 4 qui ont disparu aujourd'hui. La Compagnie Générale d'Électricité, Rhône-Poulenc, Thomson et Péchinet. Le 5e groupe, Saint-Gobain, existe toujours, mais Saint-Gobain avait été créé sous Colbert, par Colbert sous Louis XIV, et donc avait une telle résilience historique qu'il a pu passer le cap de cette nationalisation. Donc il y a eu ensuite des managers qui étaient des gens qui étaient peut-être pas au niveau, qui voyaient les choses d'une manière différente, et puis bah, beaucoup plus près de nous, dans les années 90, on avait une manière de faire du business qui était totalement légale, totalement officielle. On travaillait avec des partenaires dans les différents pays. Parfois, on travaillait avec des agents. Et la loi FCPA, le Patriot Act américain, qui existait depuis les années 70, mais n'avait véritablement jamais été activé par les Américains. En 2000, les Américains ont décidé que ça devenait indispensable d'activer le Patriot Act, la loi FCPA. Et donc, on s'est, nous, mais comme beaucoup d'autres sociétés, trouvé en porte-à-faux vis-à-vis d'une loi américaine d'extraterritorialité qui a fait que les Américains ont mené un chantage sur un certain nombre de sociétés. Alors, je vous invite à regarder la vidéo de Monsieur Arnaud Montebourg, qui est assez clairvoyant sur ce qui s'est passé pour un certain nombre de grands groupes français qui ont été vendus à des groupes étrangers et qui ont disparu, du périmètre français. Avec tout ce que ça sous-entend de pertes, c'est-à-dire pas simplement de pertes industrielles, perte de capacité industrielle, perte de souveraineté industrielle, mais également de perte d'emplois de haute qualification. Un emploi n'égale pas un autre emploi. Un emploi d'ouvrier industriel n'est pas la même chose qu'un emploi de cadre dirigeant à l'international dans ce même grand groupe. Et donc, en supprimant ces grands groupes, on supprime non seulement les emplois d'ouvriers dans les usines, mais on supprime tout le management, toute une compétence. J'ai discuté hier avec un jeune ingénieur qui doit avoir 23 ans, qui est diplômé des plus brillantes écoles françaises et qui me demande comment il peut venir travailler dans un groupe industriel en Asie. Aujourd'hui, le périmètre est extrêmement étroit par rapport à ce qu'il était quand existait Péchinet, Rhodia, Rhône-Poulenc, Alcatel, Alstom, Lafarge, Technip, etc. La taille des effectifs s'est drastiquement réduite. C'est ce que tu m'expliquais entre le moment où tu as commencé chez Alcatel et puis même autour de 2006, 2001 à 2009, on va dire, quand tu étais à Shanghai et quand tu es Ouais. revenu, la taille des effectifs s'est drastiquement réduite et même le nombre de Français dans ces équipes a été réduite. Tout à fait. Absolument. Quand j'ai rejoint la Compagnie Générale d'Électricité dans sa filiale qui s'appelait Alcatel en 1989, donc il y a 35 ans, hein, eh bien, il y avait 60 000 Français qui travaillaient chez Alcatel, à l'intérieur de la Compagnie Générale d'Électricité, ouais, en France et ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, ce périmètre de 60 000 personnes 1989, c'est 3 000 personnes. Ok. Donc, il y a eu une destruction massive d'emplois. Et ça a eu lieu chez Alcatel, et également chez Alstom, chez Péchinet, chez Rhône-Poulenc, chez Lafarge, etc. Et donc, c'est pas simplement les emplois en lui-même, mais ce sont les qualifications qui ont été détruites. Oui, 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 c'est que en perdant le contrôle de ces groupes-là, justement, maintenant Alcatel, qui est une filiale de Nokia, bah, ce ne sont plus des dirigeants français qui sont envoyés à travers le monde. Exactement. Ils sont pas forcément des Finlandais, mais ce ne sont plus des Français.
ta vision justement de la prise de Nokia sur Alcatel aujourd'hui, comment tu l'analyses? Alors, c'est pas la en fait, Alcatel, en lui en est toujours enfin, ce qui était le périmètre d'Alcatel dans le monde, s'est réduit, mais existe toujours à l'intérieur de Nokia. En revanche, la présence française à l'intérieur de Nokia s'est réduite comme peau de chagrin. Maintenant, plus précisément pour Alcatel Submarine Networks, qui a toujours été, intégré à Alcatel, puis intégré à Alcatel-Lucent et aujourd'hui intégré à Nokia. In English, it's a safe harbor. C'est-à-dire que il est préférable pour Alcatel Submarine Networks d'être à l'intérieur d'un grand groupe de télécom comme Nokia, plutôt que d'être, une, ETI indépendante, ou d'être, au sein d'un autre, grand groupe qui ne comprendrait pas forcément la logique télécom que nous avons à Mmh. l'intérieur et toute la compétence télécom qui existe chez ASN. Donc, être chez Nokia OK, is a safe harbor. parfait. Comment est-ce que tu continues de progresser aujourd'hui? À 58 ans, on peut continuer à progresser. D'abord, j'ai la chance extraordinaire de vivre à Hong Kong. Donc, vivre à Hong Kong, c'est vivre en Asie du Nord. L'Asie du Nord, c'est Chine, Corée, Japon, Taïwan, Hong Kong. C'est probablement, enfin, mais moi personnellement, j'en suis absolument convaincu, hein. C'est la partie du monde où il y a simultanément la plus grande convergence de capitaux et d'intelligence. Il y a d'autres endroits dans le monde où on rencontre cette convergence entre capitaux et intelligence, hein. À Paris, à Londres, à New York, à San Francisco, par exemple. Mais il n'y a pas autant de capitaux et autant d'intelligence qui convergent. Il y a non seulement ça, mais il y a également tous les enjeux géopolitiques qui sont liés à la position géographique de cette Asie du Nord, avec les Américains dans leur stratégie indo-pacifique, qui, même s'ils sont de l'autre côté de l'océan, sont en fait omniprésents. En Corée du Sud, ils sont là. Au Japon, ils sont là. Les Américains ont des bases. La Russie, qui est juste à côté, l'extrême orient russe, mais les Russes sont juste à côté. Et puis les Chinois. Et donc, on a trois grandes puissances, la Chine, les États-Unis et la Russie, qui ont des intérêts divergents dans cette partie d'Asie du Nord. Et donc, même si ce sont des intérêts divergents, cette confrontation, cette situation confrontationnelle rend les choses passionnément intéressantes. Donc ça fait progresser. Et puis à titre individuel, moi personnellement, il y a quelque chose que j'ai toujours gardé et je pense que j'ai toujours gardé, que j'ai appris étant enfant, c'est le désir. Il faut désirer, au sens de Spinoza. Désirer, c'est-à-dire que le désir n'est pas un péché au sens catholique, mais au contraire, désirer est un moteur permanent. Et donc, quel que soit ce qu'on désire, eh bien, tant qu'on désire, eh bien, on avancera, on progressera. Il y a pas très longtemps, je lisais une interview dans Le Monde de Bernard Arnault et on lui parlait du luxe, de l'industrie du luxe, du business du luxe. Et Bernard Arnault a répondu, moi, je suis pas du tout dans le business du luxe. Je suis dans le business du désir. Donc, je progresse. Tant que je désirerai, je progresserai. Très bien. Quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Alors, ça, c'est intéressant, et ça rejoint finalement ta question précédente. Lorsque, j'ai pris l'avion pour, l'Extrême-Orient pour la première fois de ma vie, c'était en 1992 et donc je voyageais avec, 2 vice-présidents d'Alcatel. Un anglais, Derek Edwards, qui avait une soixantaine d'années, qui avait vécu dans le monde entier, qui était, un de ces seigneurs des télécoms tels qu'ils existaient à l'époque, un charisme extraordinaire, une élégance fantastique, un charme infini. Et on s'est posé à Bangkok, on était en escale à Bangkok, à l'aéroport de Bangkok, sur la route pour Singapour. C'était une époque où il n'y avait pas forcément toujours des vols directs entre, l'Europe et l'Extrême-Orient. Et donc 1er voyage et à cette escale à Bangkok, on papote, on discute, il me demande qui je suis, ce que je veux faire et cetera. Et puis il me dit: «Patrick, beware of all the temptations of Asia». Alors j'ai bien compris la question et c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Parce que, étant en Asie depuis 32 ans, j'ai pris le contre-pied de son conseil. C'est-à-dire que,
J'ai plongé dans toutes les tentations de l'Asie, qui sont pas simplement les tentations de base telles qu'on peut les imaginer. Sinon, j'aurais été cramé en 2 ans. Mais toutes les tentations infinies de l'Asie. Et c'est grâce à cette mise en garde que je suis resté en Asie 32 ans et que j'ai pu grandir grâce à l'Asie. Et quand tu dis que tu plonges dans ces tentations, est-ce que tu peux en citer quelques-unes justement pour comprendre un petit peu l'état d'esprit C'est comprendre l'Asie, les différentes religions qui sont en Asie, les différentes civilisations qui sont en Asie, aller visiter les différents sites de l'Asie, aller prendre le thé dans une maison de thé pour parler business avec des Chinois pendant des heures. C'est une expérience, une tentation extraordinaire. Tourner dans un temple en Inde pendant 7 fois, donc 7 fois faire le tour du temple, mais faire 7 fois le tour d'un temple en Inde où il y a des dizaines de milliers de personnes qui tournent en même temps que vous, ça va prendre des heures et des heures. Et donc se noyer dans cette foule indienne est une expérience extraordinaire. Si je n'avais pas embrassé ces tentations, je ne serais pas allé dans ces maisons de thé. Je ne serais pas allé tourner dans un temple en Inde. Je n'aurais pas traversé des rivières en bateau au milieu de la nuit. Je n'aurais pas traversé le Karnataka à dos d'éléphant pour observer des panthères noires dans la jungle, etc., etc., etc. Donc toutes ces tentations-là, je les dois à Derek Edwards et à sa remarque Patrick, beware of all the temptations. D'accord. Est-ce que tu as justement une citation, une maxime qui te guide dans ta vie? Et oui, 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 et en plus, elle marche. Donc, quand j'étais en Inde, j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir un collègue indien, brahman, donc au sommet des castes indiennes, Narayan Rajshekar, que j'appelais Raj, en 3 lettres, R-A-J, Raj, mon ami Raj. Et il me disait toujours en dodelinant de la tête, You know, Patrick, no problem, only solutions. Et finalement, le no problem, only solutions, point virgule, on va y arriver, point. Et quelque chose qui m'a toujours suivi. Et donc, c'est quelque chose que j'ai appris à mes fils. No problem, only solutions. Est-ce que tu as un indispensable? Alors moi, ce que j'appelle un indispensable, ça peut être un livre, que ça soit un roman, un livre de management, ça peut être un podcast, un média, c'est-à-dire un journal, papier, télévisé, une activité qui t'accompagne dans ta vie au quotidien. Ouais. Bon, d'abord, donc c'est ma femme. Oui, j'ai divorcé, mais je me suis remarié très vite. Et donc, ma femme, avant quoi que ce soit d'autre, avant n'importe quel livre, hobby, passion, et là, et m'aide au quotidien. Sa présence au quotidien m'aide infiniment. Elle me donne confiance en moi constamment. Maintenant, il y a une deuxième chose que je dois probablement à mes parents. C'est quelque chose peut-être de génétique ou c'est l'éducation que j'ai reçue, mais qui m'aide au quotidien et qui est une application, non pas numérique, mais qu'on a uploadé dans mes gènes à ma naissance et qui est la recherche constante de la beauté. Ça semble idiot, mais quand on marche dans une rue, il y a 2 trottoirs. Et si on fait très attention, eh bien, il y a un trottoir totalement inintéressant, où les choses sont banales, ordinaires. Et si on prend la peine de traverser la rue, d'aller de l'autre côté de la rue, prendre l'autre trottoir qui est en face, eh bien, les choses sont plus intéressantes. La vie est plus belle, la lumière est plus intense. Il y a une transformation de l'espace en ayant juste décalé de quelques mètres la marche. Donc ça n'a pas de prix parce que c'est gratuit. Et donc, quelles que soient les circonstances, au quotidien, la beauté est cachée partout. Elle est là, omniprésente. On a en permanence, à notre mesure, la capacité de rendre les choses plus intenses, plus intéressantes, plus vivantes, plus éclatantes. Et, et cette application que mes parents ont uploadée dans mes gènes en étant enfant, eh bien, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé. Et ça m'aide énormément. Et pour toi, c'est quoi la beauté? La beauté, en fait, c'est ce qui rend. La beauté est partout. Elle est chez les gens, dans la rue, elle est dans un paysage, elle est dans un instant, elle est dans quelque chose qui bouge, qui était inattendu.
Et c'est ces moments inattendus dans la vie qui transforment l'instant constamment. Pour tout le monde, sans aucune exception. Pour tout le monde, ces instants-là sont là, omniprésents, constamment. En revanche, on n'a pas toujours la chance ou la volonté ou le désir de prendre conscience que cette beauté-là passe. Et pourtant, si on en prend conscience, si on accepte d'être en phase, c'est quelque chose de très chinois, de très asiatique, mais si on accepte d'être en phase avec cet environnement et d'être un élément à l'intérieur de cet ensemble, alors, en ouvrant les yeux, en écoutant attentivement, on découvrira la beauté absolument partout. Et je pense que le monde a besoin de beauté. Le monde a besoin du beau. Te forcer à sortir, à aller voir les autres, à aller vers l'autre, toujours intéressant. Ouais. Est-ce que tu peux me recommander une personne pour un nouvel épisode de ce podcast? Ouais, alors, en fait, je vais t'en recommander 2. Lorsque j'étais à Shanghai, donc il y a une vingtaine d'années, je faisais une intervention à l'université de Jiaotong, à Shanghai. Et donc, il y avait quelques centaines d'étudiants chinois qui étaient là. Et puis, à la fin de mon intervention, j'ai dit, comme je le dis à chaque fois, si quelques-uns d'entre vous ont des questions à me poser, venez me voir à la fin. Et donc, les centaines, à la fin de mon intervention, des centaines de Chinois sont partis. Et puis, j'ai vu descendre 2 Occidentaux du haut de l'amphi. Ils sont venus à moi. Ils m'ont dit qu'ils étaient français. C'est 2 étudiants en chinois à Jiaotong, mais des ingénieurs français de Centrale Paris, les 2. Ils sont tous les 2 en Chine aujourd'hui. Et donc, ce sont ces 2-là que je te conseille d'interviewer très chaleureusement parce qu'ils ont des profils exceptionnels. Donc, le premier, c'est Vladimir Djurovic, qui est le fondateur de la société Lab Brand à Shanghai, qui est une société de positionnement d'entreprises occidentales à l'intérieur du marché chinois. Et c'est probablement le plus grand expert français de positionnement d'entreprises internationales en Chine aujourd'hui. Et le deuxième, c'est Stéphane Bonnetan, qui est le fondateur de la société ODC Marine et qui, à Dalian, fabrique des bateaux électriques pour transporter des gens. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup pour cette recommandation. Je les contacterai. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter? Très simplement sur LinkedIn, hein, Patrick Delpy, Kettle Submarine Networks. Je suis tout seul, il n'y en a qu'un. Ok, super. Bah, merci beaucoup Patrick. Merci pour cet échange et pour le temps que tu m'as accordé. Merci beaucoup, Paul. J'ai beaucoup de chance, véritablement, que tu m'aies sollicité, que tu m'aies posé toutes ces questions qui sont extrêmement intéressantes et qui m'ont permis de revoir en presque une heure, un peu plus d'une heure, 58 ans de vie. Bah, merci pour ton retour. Parfait. Merci beaucoup, Paul. Merci bien. Notre émission s'achève. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.